Nous sommes en Ille-et-Vilaine, à Passé, dans le GAEC du Guénot, où Camille Lefebvre et Charles-Édouard s'occupent d'un élevage. Depuis 3 ans pour Camille. Nous sommes au bord de la Flume et au bord d'une départementale. Bonjour, donc voilà, je suis Camille. Je suis installée avec mon mari qui est installé lui depuis 12 ans. J'ai repris la suite après mes beaux-parents, du coup, qui étaient installés avec mon mari. On a ici un troupeau de 110 vaches Primolstein, vaches laitières de race Primolstein, et on a 120 hectares. La particularité chez nous, c'est que sur les 120 hectares, on a 2 îlots de terre qui sont à 7 km. En termes de sol, on est sur 2 sols différents. Donc c'est vrai que par rapport aux aléas climatiques, quand une terre sableuse fait passer l'eau, l'autre va plus argileuse, va retenir l'eau. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on arrive à jouer et avoir des fourrages à peu près homogènes d'une année sur l'autre. Nous sommes à l'automne 2025. Ces derniers mois ont été compliqués. On a traversé des excédents d'eau, on a traversé des excédents de chaleur, on a aussi traversé des déficits de pluie, notamment cet été. Comment avez-vous vécu cette période ? Alors chez nous, en termes de culture, on a eu beaucoup de chance. On a eu pour notre maïs fourrage, donc qui est l'aliment principal pour nos vaches, la pluie juste au bon moment. Donc les rendements sont au rendez-vous malgré ces aléas climatiques. Par contre, en termes de chaleur et de ressenti, surtout dans le bâtiment pour nos animaux, ça a été très compliqué. Ça a commencé mi-juin, ça s'est terminé fin août. Dès qu'on avait un peu de répit, elles s'en remettaient à peine qu'on était reparti pour un coup de chaleur, et c'est plutôt ça pour moi qui est le vrai défi pour demain à gérer. On se rend bien compte qu'il nous faut de plus en plus de stock. Donc chez nous, on a de la chance, on a au moins 6 mois de stock. Donc là, on vient juste d'ensiler le maïs 2025. Mais il nous reste au moins pour 6 mois de maïs 2024. Donc pour tamponner, et puis si demain on subit une sécheresse qui pourrait arriver, voilà, on pourrait se contenter d'un moins bon rendement. Par rapport à l'année dernière, le souci qu'on a eu, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2024, on a eu des conditions de semis de maïs qui ont été très compliquées, donc des semis plutôt tardifs, ce qui a fait que le maïs forcément a été ensilé aussi tardivement. Et dans la plupart des récoltes, on a vu, du coup, on a des mycotoxines qui sont dans le maïs. Donc c'est des mycotoxines de champ qui reviennent dans l'alimentation et qui génèrent des problèmes. Alors chez nous, c'est plutôt des problèmes de repro. Beaucoup de vaches kystées, du coup, qui revenaient mal en chaleur. Et pour combler ce problème, il existe des capteurs mycotoxines. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est obligé d'ajouter des capteurs à notre alimentation. C'est des capteurs qui coûtent très cher, jusqu'à 8 000 € la tonne. Voilà, mais c'est le seul moyen qu'on a pour compenser une qualité de maïs qui est quand même erronée en 2024. Par rapport au comportement des animaux dans les bâtiments ou à l'extérieur lors des vagues de chaleur, qu'est-ce que vous avez observé ? Alors chez nous, ce qu'on voit le plus, c'est que les vaches, elles allaitent. Donc clairement, ça tire. Voilà, on a eu pas mal de pneumonies. Donc cet été, c'est plutôt ça qui est compliqué à gérer. L'important, c'est quoi ? C'est qu'elles aient de l'eau à volonté. Voilà, donc chez nous, ça a été le cas cette année. Mais ça ne suffit pas. En fait, il faut aussi beaucoup de circulation d'air et refroidir les bâtiments, quoi. Voilà. Le problème, c'est que des fois, les tôles translucides dans les bâtiments d'élevage, eh ben, c'est bien, ça nous apporte du confort de travail pour nous, éleveurs. Mais en fait, derrière, ça fait un effet de serre pour les vaches qui sont en dessous. Je suis inquiète, mais en fait, c'est pas tant les températures qui me choquent, moi. C'est plutôt la baisse de température qui n'est pas au rendez-vous la nuit. Voilà, c'est vraiment ça. Normalement, elles devraient pouvoir se reposer, les vaches, la nuit. Et en fait, on voit bien que vu que les températures ne baissent pas,
en fait, c'est pendant 24, 48, 72 heures, elles sont en stress thermique, quoi. Est-ce que vous estimez que l'exploitation agricole du Guénot est prête pour cet avenir? Alors, l'avenir nous le dira. On essaye en fait d'anticiper ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on a fait appel à Alice de la Chambre d'agriculture pour essayer déjà dès l'été prochain de pallier à ces coups de chaud et de réussir à faire ventiler l'air d'un bout à l'autre de la stabulation. En termes d'eau, on a eu de la chance cette année parce que malgré les grosses températures, les vaches ont eu accès à l'eau à volonté, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisque nous étions sur l'eau de la ville. Et étant en bout de ligne, par exemple, pendant qu'on mettait le lavage de la salle de traite en route, les vaches n'avaient pas accès à l'eau. Voilà. Cette année, on a eu la possibilité de faire un forage, donc à 200 mètres de la stabulation, ce qui nous a permis d'avoir de l'eau à volonté pour les vaches. Alors dans le cadre du programme Climaterra, vous avez fait un test de vulnérabilité au changement climatique avec le diagnostic Climalia. Quels sont vos atouts en fait sur l'exploitation pour faire face au changement climatique? En termes d'atouts, donc déjà on a quand même le climat breton qui est quand même, bon on n'est pas encore en Normandie, mais en termes de pluviométrie on est quand même pas trop mal. Ensuite, j'ai envie de dire quand même, historiquement, l'exploitation, comment elle a été construite aussi par mes beaux-parents, c'est important. En fait, on part toujours, on achète une ferme avec son historique, donc qu'on choisit pas forcément. Mais par exemple, dans notre cas, les vaches, elles sont en logette creuse, avec du sable dolomitique et de la farine de paille de colza broyée. Ce qui fait qu'en fait, en termes de chaleur, le sable dolomitique est beaucoup plus frais en fait pour les animaux. Et ensuite, vous voyez derrière moi, on a fait une stabulation qui a été mise en route en avril dernier pour les génisses. L'idée ici, c'était d'apporter et du confort de travail et du bien-être animal. Donc là, en termes de place de couchage, elles sont quand même beaucoup plus espacées. On a laissé tout un pan, donc le pan est, nord-est, ouvert, comme ça, voilà, en termes de ventilation, tout ça, c'est beaucoup mieux quand même. Quelles sont les principales actions à mettre en place à partir de maintenant pour améliorer la résilience? Alors on a travaillé avec Alice, donc elle a fait plein de mesures sur 2-3 jours cet été. Donc en plus c'est intéressant parce qu'elle fait vraiment des mesures avec des vents différents. Elle regarde les jours, voilà, pour vraiment savoir comment les animaux et même comment le bâtiment se comporte en cas de forte chaleur. Donc on sait d'où on part, voilà, et après du coup elle nous a proposé des travaux pour améliorer ça, et l'année prochaine elle reviendra aussi faire d'autres mesures pour savoir si ce qu'on a mis en place fonctionne correctement ou pas. Donc concrètement chez nous, donc on a un bâtiment vache laitière de 80 mètres et au milieu l'air ne circule plus du tout, quoi. Vraiment on a une tranche de 10-15 mètres où on voit bien, peu importe les vents, ça ne circule pas. Donc l'idée c'est vraiment de venir pousser l'air avec des ventilateurs, parce qu'elle s'est rendue compte quand même que d'utiliser de la ventilation naturelle chez nous ça ne suffirait pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé d'investir. Donc derrière moi vous voyez les niches à veaux. C'est aussi une question qu'on se posait avec Alice. Aujourd'hui elles sont orientées plein sud, sans toit. Donc c'est super l'hiver parce que un petit brin de soleil et elles sont super en forme, les génisses. Le problème c'est l'été, donc clairement en plus on a des niches sans courette. On pourrait investir mais ça coûte, enfin aujourd'hui on a des niches, donc faut toujours rapporter aussi le coût au gain. Et du coup elle nous a fait tout un plan pour savoir où les mettre et comment exposer en termes de vent, d'ensoleillement. Voilà, pour continuer d'avoir des belles génisses, mais qu'elles souffrent beaucoup moins lors des fortes chaleurs l'été. Je pense
que la stratégie, elle se fait d'elle-même. En fait, à partir du moment où on est éleveur, où on est cultivateur, forcément, on voit les choses, on les ressent. Et en fait, c'est plutôt par rapport à ça. Il ne faut pas avoir d'œillère. Faut se rendre compte des choses. Et après, je ne peux pas dire qu'il faut qu'on prévoie déjà les choses pour dans 10 ans. Mais en fait, il faut déjà se rendre compte des bilans et avancer petit à petit parce que de toute façon, l'élevage, l'agriculture en général, c'est que ça. C'est que se remettre en question, échanger. On a toujours eu des changements de façon de travailler, des changements de... Voilà, en fait, on vit avec la nature, quoi. On est sur un secteur où il y a quelques problèmes d'érosion des sols. Et dans votre programme, vous avez prévu d'implanter une haie, je pense, pour travailler sur ces problèmes d'érosion des sols. Quelle place vous avez envie de donner à l'arbre dans l'exploitation à l'avenir ? Alors chez nous, effectivement, on a le projet de mettre une haie parce que la ferme, en fait, d'ici, on ne voit pas très bien. Mais la ferme, tous nos terres sont en hauteur par rapport à la ferme. Donc toute l'eau pourrait être lessivée des champs, descendre des champs. Donc on voudrait faire une haie pour protéger la ferme et que l'eau ne s'écoule pas dans la ferme. Après, cette question-là de l'arbre, c'est facile de se dire on plante des arbres. Ce qui est plus compliqué demain, c'est de l'entretenir. Voilà. Aujourd'hui, quand on a déjà 3 km de haies sur toutes ces terres, c'est vrai qu'il faut le faire, le bois. Donc il y a des organismes qui acceptent de faire ça, mais alors soit ça a un coût, soit en fait ils sont débordés. Donc c'est bien de planter, mais voilà, c'est plutôt... faut se faire aider. C'est comme avec Alice, je pense. Faut se faire aider, faut savoir où planter correctement. Et là, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas planter pour planter et après laisser ça aussi en végétation. On peut aussi parler derrière les plantations, les talus que ça peut générer. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de problèmes avec les sangliers. Voilà, en fait, les terrains aujourd'hui, quand on cultive des terres et quand on a des terrains en fermage, il faut entretenir. Si on n'arrive plus à entretenir, c'est là où on laisse la place aussi à tous les nuisibles qui peuvent demain nous embêter pour avoir des bons fourrages. Alors le 8e Forum Grand Ouest Climat et Énergie se réunit cette année. On va aborder de nombreux sujets comme l'agroforesterie, l'agrivoltaïsme, l'intégration du bas carbone et de l'adaptation dans les entreprises agricoles. Est-ce que dans ce cadre-là, Camille, vous avez un message à faire passer, une attente particulière ? Alors aujourd'hui, il y a quand même 1000 agricultures, il faut s'en rendre compte. L'important, c'est d'avoir une cohérence dans son système, donc avec ses valeurs, avec son environnement, avec son historique aussi. Faut se faire aider pour toutes ces questions là, si on veut y aller de climat, de carbone. Il y a des professionnels pour ça. Mais il faut surtout, voilà, je tiens à le dire, c'est la cohérence du système. Pour moi, c'est la priorité aujourd'hui.